Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de notre émission de la revue Conflit. Nous avons l'immense plaisir, l'immense honneur d'accueillir parmi nous Arnaud Tessier, ancien élève de l'ENA et de Normal Sup, donc un mandarin de la République, si on peut dire, pour reprendre une expression consacrée, et surtout historien, spécialiste de Richelieu, de Gaulle et de la Ve République, auquel vous avez consacré une majorité de vos ouvrages depuis déjà une trentaine d'années, je crois. Je permets de faire la promotion de ce très bon livre sorti en 2021, l'énigme Pompidou-De Gaulle. Vous aviez déjà fait un livre sur l'année 69, qui est une année charnière De Gaulle 1969. Voilà, ouais. Qui est reprise évidemment un petit peu dans ce livre. Et vous sortez un ouvrage collectif le 17 février, toujours aux éditions Perrin, et qui sera titré Demain, la Ve République, point d'interrogation. Voilà, je ne voulais pas faire d'erreur parce que je sais que le titre a changé. Vous êtes vraiment... Et la couverture est très parlante puisqu'elle indique à travers une feuille légèrement déchirée qu'il y a des interrogations auxquelles nous tentons de répondre. Ouais. C'est un ouvrage co-dirigé avec Hervé Guémard, avec beaucoup de contributions de juristes, politiques. C'est très haut niveau, j'ai eu la chance de lire les épreuves. Et effectivement, dans le cadre d'une campagne électorale, pour les élites qui cherchent à comprendre la France, où va ce régime qui quand même a beaucoup changé depuis De Gaulle, c'est très intéressant. Alors, évidemment, on va revenir quand même à ce premier livre. Vous commencez votre livre avec la comparaison classique en introduction entre De Gaulle qui serait du XVIIe siècle et Pompidou qui serait du XVIIIe. Alors, c'est un peu le fil rouge quand même de votre livre, même si vous dites qu'il faut dépasser cette formule qui est assez vague, ou en tout cas il faut l'expliciter, il faut rentrer plus en détail. Vous faites aussi la comparaison entre De Gaulle et Richelieu, et notamment parce que De Gaulle était un grand lecteur du testament politique de Richelieu, et j'ai trouvé que cette comparaison était très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, sachant que De Gaulle, reprenant un petit peu une expression de Paul Cambon, disait que la France était rentrée en décadence depuis le milieu du XVIIe siècle. Oui, tout à fait. Et Cambon, qui était un grand diplomate, un des plus grands diplomates français, un grand esprit politique, sa correspondance est très très intéressante à cet égard, et qui faisait partie de la génération portée par Gambetta et qui avait irrigué un peu la politique et l'administration française sous la Troisième République. Cambon se posait la question de savoir si ce déclin était durable ou s'il y avait des cycles de grandeur et de décadence, et il essayait d'interpréter la France qu'il connaissait, qui était celle de la fin du 19e et du début du XXe siècle. De Gaulle, c'est quelqu'un qui est effectivement très taraudé par cette crainte de la décadence, parce qu'il sait, c'est quelqu'un qui a une vision de l'histoire et une vision à la fois géographique et historique des choses. C'est un homme qui voit l'histoire comme de grands ensembles, un peu de la façon de Bossuet dans le discours sur l'histoire universelle, qui était dispensé, donc un enseignement dispensé à l'intention du dauphin, et en réalité, il a une vision vraiment stratosphérique assez étonnante. Toujours, De Gaulle a eu ça. C'était lié à sa grande culture et une capacité de pénétration intellectuelle qui était très grande. Par ailleurs, De Gaulle a une conception sacerdotale de la politique, et c'est en cela qu'il s'inspire beaucoup de Richelieu et qu'il est fasciné par Richelieu, parce que Richelieu, contrairement à la légende, n'est pas une âme noire, oui, n'est pas une âme noire et tourmentée qui, dans le secret des cabinets, trame d'affreuses entreprises. C'est d'abord un homme d'église, un homme de foi, qui donc voit la politique comme une sorte d'accomplissement du dessein de Dieu dans l'ordre civil. Pour lui, servir l'État, c'est la même passion et la même exigence que servir les individus. Un évêque, dit-il, a des devoirs qui ne sont pas simplement de faire la charité, il a le devoir d'agir pour le bien de la collectivité. Et l'homme d'État, c'est la même chose. Donc c'est une conception sacerdotale. La politique n'est pas une jouissance, gouverner n'est pas une jouissance, ce n'est pas un jeu. En cela, il est totalement opposé à un homme comme Mitterrand, qui est un homme qui aimait manipuler les choses et les êtres. Donc pour De Gaulle, la politique, oui, est un sacerdoce, et le gouvernement, c'est l'art d'embrasser le réel, et quelquefois, comme disait Mauriac à propos de Gaulle, un réel plus réel que le réel. C'est un réel qui n'est pas seulement celui que l'on voit dans l'actualité, qui n'est pas simplement cette zone plate qu'offre souvent la lecture simple des médias, mais une façon de lire en creux
et de lire surtout dans l'avenir ce qui se dessine. Donc c'est pour ça, je crois que De Gaulle était admiratif d'abord de cette sorte de dévouement total à la cause de la France et de l'État que Richelieu avait porté, qui avait en plus une dimension religieuse, et qui est admiratif aussi de cette façon qu'a Richelieu toujours de sentir, et ça De Gaulle c'est la même chose, de sentir le poids terrible du temps qui passe. Ce sont des hommes d'État qui sentent l'épaisseur du temps et aussi sa minceur. Et De Gaulle, dans son action politique, a toujours considéré qu'il manquait de temps et qu'il fallait absolument qu'il agisse. Je crois qu'on ne le comprend pas sans cela. Donc il y a des parentés entre les deux hommes qui expliquent évidemment, alors le testament politique ou les mémoires pour le règne de Louis XIII, quand on va dans le bureau du général, quand on a le privilège de pouvoir entrer non seulement dans le salon bibliothèque, mais dans le petit bureau, dans la tour du général à la Boisserie, à Colombey-les-Deux-Églises, la première chose qu'on voit quand on regarde la fenêtre depuis le bureau du général, c'est les grands volumes qui ont été édités à l'époque, d'ailleurs à l'époque de Gaulle, réédités des mémoires de Richelieu. Donc c'est quelqu'un qui puise, et qui puise aussi effectivement dans ce XVIIe siècle, dans le classicisme. Vous reprenez la comparaison Corneille-Racine aussi. Voilà. Pompidou étant plutôt Racine et De Gaulle plutôt Corneille. Oui, et en fait, c'est une distinction qu'on fait souvent et qu'on souvent on a tendance à... On oppose un Pompidou, oui, qui effectivement est plus proche du XVIIIe et puis même... Des plaisirs. Et puis je pourrais même dire, même pour se porter au XXe siècle, Pompidou, c'est un personnage de Giraudoux, un peu giraldusien, c'est-à-dire profond, cultivé, décelant la réalité des choses lui aussi, mais considérant que l'existence a aussi sa part de plaisir, de bien-être, la culture c'est un plaisir. Pour De Gaulle c'est pas seulement un plaisir, c'est une leçon permanente. Et que De Gaulle, si on se reporte du coup au XXe siècle, son modèle c'est plutôt Péguy, c'est-à-dire le combat âpre pour la vérité et pour une cause juste. Et pour De Gaulle, la cause juste c'est la France. Toutes les autres doivent s'éclipser devant cette cause suprême. Et pourquoi De Gaulle choisit Pompidou, qui va le décevoir sur la fin, alors que justement ils sont si différents? Il aurait pu choisir quelqu'un, je ne sais pas moi, Pierre Messmer par exemple, qui a un personnage plus gaulien dans sa façon d'être ou son autorité naturelle. Pourquoi il est attiré sur son côté littéraire? C'est le hasard? En fait, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre L'énigme Pompidou-De Gaulle, parce que l'énigme pour moi ce n'était pas leur rupture, mais c'était leur entente. Cette entente extraordinaire quand même qui les a unis pendant 20 ans. Pendant une bonne vingtaine d'années. En fait, il n'a pas recruté Pompidou. Pompidou était candidat pour venir au cabinet de Gaulle au moment de la Libération. Je parlais plutôt de sa nomination à Matignon, voilà. Pardon. Il était candidat, mais il est entré dans l'intimité de Gaulle relativement vite, parce que quand il était un des nombreux collaborateurs de Gaulle au gouvernement provisoire, De Gaulle a vite remarqué que ce jeune homme avait un certain talent, pas tant d'écriture, que d'intelligence et de compréhension des faits politiques. Il faisait des notes que De Gaulle les avait remarquées, c'est un phénomène qui se produit souvent dans l'entourage d'un homme politique, et De Gaulle l'a pris un petit peu, Pompidou est entré dans le cercle restreint autour de Gaulle, il s'est occupé, on le sait, de la fondation Anne de Gaulle, qui était très proche de Madame de Gaulle, à cause de la fille handicapée des De Gaulle, et puis il a été l'homme lige de Gaulle pendant toute l'épopée du Rassemblement du peuple français, et enfin, lorsque De Gaulle revient au pouvoir, d'abord comme président du Conseil, le dernier de la 4ème République, après la crise du 13 mai, il est le directeur de cabinet de Gaulle à Matignon. Donc, pour De Gaulle, Pompidou, c'est l'homme qui comprend ce qu'il veut, qui comprend ce qu'il pense avant les autres, grâce à une familiarité intellectuelle qui s'est développée entre eux. C'est un homme qui comprend De Gaulle. Mais il avait pensé comme conseiller ou comme ministre, mais est-ce qu'il l'avait pensé comme successeur? Pas forcément. Alors toute la question est là. Il voyait en lui un homme précieux qui dénouait, qui arrangeait les choses. C'est une expression que De Gaulle réutilisera plus tard de manière moins positive, en 69, mais il arrangeait les choses. C'est-à-dire que pour le compte de Gaulle, il était capable d'avoir des contacts avec les parlementaires, avec les financiers aussi, parce qu'il fait les financer, le Rassemblement du peuple français. Pompidou, c'est celui qui arrangeait les choses. Il n'était pas vraiment dans l'instance dirigeante du RPF, mais lorsque De Gaulle était irrité par l'attitude de certains de ses soutiens qui se trouvaient trop proches de la politique de la 4ème République, Pompidou arrangeait les choses. Donc c'est vraiment
c'est pas l'homme de main, parce que ça serait dévaluateur, mais c'est quand même l'homme de confiance de Gaulle. Et ce n'est pas lui qu'il choisit de prendre comme Premier ministre en 1959, lorsque De Gaulle est investi premier président de la Ve République, mais Michel Debré, tout simplement parce qu'il considère que Pompidou n'est pas l'homme de la situation à ce moment-là. Pour 59-62, il lui faut Michel Debré, parce qu'il y a l'affaire algérienne à régler, et il y a également les institutions à installer définitivement. Il fera appel à Pompidou à partir de 62, parce que l'affaire algérienne est réglée, d'une manière évidemment extrêmement douloureuse, et en même temps, les institutions sont à peu près installées, sauf qu'il reste encore l'élection du président de la République au suffrage universel. Et donc Pompidou va être l'homme de la modernisation du pays, de l'œuvre profonde de la Ve, et c'est pour ça qu'il va rester Premier ministre pendant 6 ans, ce qui est quand même une durée exceptionnelle. Et les deux hommes s'entendent quand même très bien, même si vers 66-67, des divergences apparaissent entre eux. Alors pour 2 raisons. La première, c'est celle que vous avez évoquée. C'est pas une divergence ouverte, mais effectivement, c'est l'époque où la succession de Gaulle commence à se poser, et où on voit que Pompidou se dessine, tout le monde en parle dans la presse à l'époque, Pompidou se dessine comme... C'est le dauphin naturel. Voilà. Ce qui est à la fois une satisfaction pour De Gaulle et en même temps une irritation, parce que l'idée d'avoir un successeur, et puis parce que De Gaulle a encore beaucoup de choses à faire. Le deuxième point, c'est qu'ils sont en désaccord sur la politique sociale, c'est-à-dire que De Gaulle pense qu'après les premières années consacrées à la modernisation économique et au redressement financier, il faut lancer une grande politique sociale et une politique de rénovation, de réinterprétation du système capitaliste. Et Pompidou, là, ne le comprend plus, il ne le suit pas. La fameuse participation. Voilà, qui était quelque chose de très précis. En fait. Est-ce qu'il n'y a pas un autre sujet aussi qui s'introduit dans leur divergence? Je pense notamment aux 2 discours au moment où ils partent. Quimper pour De Gaulle en 69 et Poitiers en 74 pour Pompidou. Quimper, De Gaulle prêche plutôt pour la décentralisation, il prêche pour la régionalisation, il bricole quelques mots en breton, alors que Pompidou, à Poitiers, au contraire, met en garde contre les nouvelles féodalités et il se fait le protecteur ou le défenseur, en tout cas, de certains jacobinismes ou colbertismes français. Alors là, en fait, je pense que c'est parce qu'il y a un défaut d'interprétation dans la dernière année de De Gaulle. De Gaulle n'est pas décentralisateur. Oui, c'est une décentralisation, vous l'expliquez très bien dans votre livre, pas celle de Defer, pas celle qu'on entend. Non, la région pour lui, c'est plutôt ce qu'on appelle la déconcentration au droit administratif. Oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transférer des compétences de l'État à des collectivités, mais d'avoir des collectivités relativement puissantes et représentatives qui puissent dialoguer avec l'État. Mais dans la région gaulienne, telle qu'il la conçoit, le patron, c'est le préfet de région. Mais c'est déjà un premier pas. Dans l'entourage de Gaulle, il y avait des gens comme Olivier Guichard, il y avait un certain nombre de personnes, comme Jean-Marcel Jeannet, qui pensaient qu'à terme, ça pourrait être une évolution vers quelque chose qui ressemble à la décentralisation. Pour De Gaulle, ça lui était un peu étranger, l'idée de décentralisation. Sans doute, confusément, sentait-il qu'il y aurait nécessité d'eux, mais sûrement pas effectivement comme l'a fait Defer et comme l'ont fait Defer, Mitterrand et Pierre Mauroy. Et d'ailleurs, le propos de Pompidou en 74 à Poitiers, c'est une sorte d'anticipation. C'est la décentralisation qu'il voit venir à gauche, et dont il ne veut pas, mais dont on ne voulait pas De Gaulle. Et le discours de Quimper est très intéressant, parce qu'en réalité, certes, il a prononcé quelques mots en breton, il avait des liens avec cette région. Pour lui, c'est une grande région historique qui a fait la France, quand même. Et ce qui est intéressant, c'est quel est l'hommage qu'il rend aux Bretons. Il y a un passage du discours qui est extraordinaire. Pourquoi il trouve que la Bretagne est une grande terre? Mais parce que, proportionnellement, c'est celle qui a donné le plus de vie pour la défense de la France pendant la Première Guerre mondiale. Pour lui, c'est ça. Le bon critère qui fait la grandeur d'une région, c'est la portée du sacrifice qu'elle a fait pendant la Première Guerre mondiale. Ça en dit long sur... donc voilà. Il pense même au réduit breton pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Il aimait la Bretagne, il aimait l'histoire de la Bretagne, mais pour lui, c'était un morceau de l'histoire de France. Et lorsqu'il prépare le texte de loi qui doit être soumis au référendum d'avril 69, où il est question de la création des régions, à un moment donné, il travaille avec son ministre de la Réforme de l'État, Jean-Marcel Jeannet, et à un moment donné, De Gaulle tombe sur le mot « le territoire de la région ». Il arrête Jeannet, il dit « non, la région n'a pas de territoire, seule la France a un territoire ». C'est amusant quand aujourd'hui tout le monde vous parle des territoires, c'est quelque chose qui est total. Donc en fait ils étaient assez d'accord là-dessus, De Gaulle et Pompidou, mais je crois que par contre Pompidou considérait que cette idée de région
il s'en méfiait parce qu'il considérait que c'était quelque chose d'un peu technocratique, conçu dans l'entourage de De Gaulle, et il n'était pas très... Mais par contre, ils avaient une même vision. De Gaulle et Pompidou étaient très jacobins tous les deux, en réalité. Oui. Et est-ce que c'est pas aussi un peu côté Troisième République, c'est-à-dire la France et de la Révolution, en fait, des départements, cette France de l'Auvergne, du centre de la France, c'est-à-dire cet attachement aux institutions du 19e siècle, hein, en fait. Hein, c'est-à-dire que du préfet napoléonien, légué par Napoléon. En réalité, quand vous regardez l'histoire de France jusqu'à De Gaulle, et je dirais jusqu'au début des années 80, c'est le même système administratif, à peu de choses près. C'est-à-dire que la France a construit laborieusement, d'ailleurs, parce qu'on est 16 ou 17 régimes, on a à peu près tout essayé. La France s'est dotée laborieusement d'une constitution politique, mais elle a toujours eu la même constitution administrative, voilà, qui est celle de l'an 8. Qui est celle léguée par Bonaparte, oui, même pas Napoléon, par Bonaparte. C'est la constitution de l'an 8, c'est celle de 1800, celle qui était toujours citée. C'est la fameuse phrase de Gambetta, qui, quelqu'un de ses collaborateurs un jour lui parle des lois constitutionnelles de 75, et Gambetta, exaspéré, lui dit « Mais arrête avec les lois de la Constitution de 75, tu sais bien que de constitution, nous n'en avons qu'une et ne pouvons en avoir qu'une, c'est la Constitution de l'an 8. » Parce que, en fait, Gambetta était jacobin lui aussi, et il pensait que la République ne pouvait être forte qu'avec un État centralisé. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans la vie de Gambetta, puisque sous le Second Empire, au contraire, il est plus la France des provinces, des villages, des maires, des campagnes, et il est lui-même quand même très, très parisien aussi. Donc c'est... Oui, mais parce que le pouvoir est très fort. Ouais. Le pouvoir de Napoléon III est très fort, mais Gambetta, c'est curieux d'ailleurs parce qu'il disait la même chose un peu que Bonald, qui pourtant est un contre-révolutionnaire du premier tiers du 19e siècle, qui était l'adversaire de la constitution napoléonienne. Bonald disait quand le pouvoir politique est faible, il faut une forte administration, et c'est quand le pouvoir politique est fort qu'il faut une administration beaucoup plus faible. Et donc Gambetta savait que le pouvoir de la Troisième République était faible, et donc il fallait une administration forte. Ce qui est amusant parce qu'on voit que le système gaullien de 58, c'est une sorte de synthèse extrêmement puissante, qui est un pouvoir politique fort et une administration forte. Il y a un de vos contributeurs de votre livre, justement, qui montre que De Gaulle cherche un moment à se réinspirer de la Constitution de 75, mais celle qui a eu lieu, finalement, dirigée par le centre-gauche entre 75 et 79, c'est-à-dire pas l'interprétation qu'auront ensuite Gambetta et les autres, une interprétation purement parlementaire, mais avec un président fort. Oui, parce que dans ce livre collectif, Demain la 5e, qui va donc paraître... le 17 février, il y a des contributions, il y a toute une partie du livre qui explique la genèse de la Ve République et qui montre, contrairement à l'idée reçue, que ce n'est pas du tout une constitution taillée sur mesure pour De Gaulle. C'est une constitution qui est le fruit de multiples compromis et qui tire les leçons de 150 ans d'histoire constitutionnelle française. Et donc, en fait, ils ont essayé, les constituants, De Gaulle, pas seulement De Gaulle, mais les constituants, où il y avait des figures politiques de la 4e, hein, les constituants ont essayé de réunir des éléments un peu positifs dans ce passé un peu chaotique, pour essayer de bâtir une constitution originale qui assure un exécutif fort tout en restant dans un cadre parlementaire, et avec des outils comme le référendum, la dissolution. Et il y a beaucoup de liens, effectivement, avec la constitution de la Troisième République, telle qu'elle était pensée, imaginée par les constituants. Pas telle qu'elle a été pratiquée par la Troisième. Suite. Voilà. C'est pas celle de Jules Grévy, évidemment. Mais puisqu'on est à Jules Grévy et puisqu'on est aussi sur la 5e, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, après De Gaulle, une constitution de la 5e qui, un peu comme la 3e, pourrait dériver vers un système plus bâtard, j'allais dire, enfin moins... finalement, qu'est-ce qui distingue un Pompidou d'un Coty ou d'un Auriol Ah non, Pompidou exerce... C'est un peu caricatural, mais... Je pense que... provocateur, mais... Je pense que le régime reste intact. Le régime reste intact dans sa philosophie et son inspiration jusqu'au milieu des années 80. Pompidou est un président très, très actif. Je dirais même qu'il a... Soyez dur, Pompidou, disait De Gaulle à son... Oui, et Pompidou a été dur, effectivement. Mais il a eu du mal, quand même. Il a dû forcer un peu sa nature. Il a compris parce qu'il était vite confronté à un monde qui devenait dangereux, le monde du début des années 70. Et puis parce qu'il s'est souvenu des leçons de De Gaulle, et puis puisqu'il a vu autour de lui comment
les partis politiques essayaient de reprendre le contrôle de la situation dès que De Gaulle était mort. Non, mais je crois que moi, j'aime bien l'expression un peu, comment dire, peut-être un peu démagogique, mais en même temps très, très parlante d'organismes génétiquement modifiés. Je crois que la Ve République dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est pas la Ve République des origines, ni même celle dont François Mitterrand a fait usage lorsqu'il était président de la République dans la première partie de sa présidence. Il y a eu des transformations radicales du régime. Certaines ont été sans doute sous l'influence de la nécessité, c'est-à-dire que c'est certain que le poids croissant de l'Union européenne, la mise en œuvre de la décentralisation, nécessitait des ajustements institutionnels, mais qui n'auraient sans doute pas dû aller aussi loin qu'ils sont allés. Et puis par ailleurs, il y a eu une pratique institutionnelle, alors on peut donner plein d'exemples, mais les cohabitations par exemple, quels que soient les arguments qu'on puisse apporter à la nécessité ou à l'inévitable caractère inévitable des cohabitations, les cohabitations ont faussé complètement la pratique initiale du régime, puisque les cohabitations sont des situations où le président de la République était en guerre avec le Premier ministre, dans un système où tout repose sur l'accord entre les deux. Un système où le président de la République et le Premier ministre, comme c'est le cas en 88, sont tous les deux en campagne électorale l'un contre l'autre pour l'élection présidentielle et s'accusent mutuellement de mensonges, on ne peut pas dire que ce soit un système conforme à l'esprit de 1958. Une telle monstruosité n'aurait jamais dû se produire. Donc il y a... Et puis il y a eu les cohabitations, la réforme du quinquennat, et puis la pratique aussi, cette façon dont la présidence, ça a commencé avec Nicolas Sarkozy, cette façon dont le président de la République, la présidentialisation qui n'est pas du tout dans l'esprit du gaullisme, la présidentialisation, le Premier ministre qui rapetissait au rang de collaborateurs, ce que n'ont jamais été les premiers ministres de Gaulle, ni même d'ailleurs ceux de Pompidou, ni même ceux de Giscard d'Estaing, ni même ceux de François Mitterrand. Le Premier ministre est ramené à la condition de collaborateur secondaire d'une Élysée dont les moyens humains et politiques sont décuplés, c'est pas du tout conforme. Cette sorte d'intimité que les présidents de la République, depuis un certain nombre d'années, essaient de développer vis-à-vis de la société, cette sorte d'empathie, c'était très bien décrit par le sociologue Jean-Pierre Le Goff dans La France morcelée, cette sorte d'idéologie, cette disparition du surmoi et cette idéologie du plein pied avec la société, l'empathie, la compassion, tout ça étant... La monarchie républicaine, surmultipliée par Twitter. Non, mais la monarchie républicaine, si, elle existe, parce que jamais le président de la République n'a eu l'air autant d'un monarque. Pouvoir, mais je veux dire, il a l'apparence du pouvoir. Oui, oui. Mais il a des apparences beaucoup plus monarchiques que sous De Gaulle, parce que sous De Gaulle avait une stature qui lui venait de sa personne, mais il ne se comportait pas comme un monarque. Il laissait gouverner le Premier ministre. Mais comme un roi dans l'Ancien Régime, je pense à Louis XIII par exemple, et Richelieu, pouvait laisser un ministre aussi gouverner. Tout à fait, tout à fait. Tandis que là, aujourd'hui, le président de la République, depuis un certain nombre d'années, ça ne date pas du mandat actuel, il y a eu un petit changement de style avec François Hollande qui était plus dans la tradition, sans doute par caractère et par formation. Mais le président de la République a tendance aujourd'hui à être une sorte de personnage omnipotent qui ne l'est pas en réalité, parce qu'il donne une impression de puissance qu'il n'a pas dans les faits, ce qui crée d'ailleurs une frustration vis-à-vis de l'opinion publique, de la société et du corps électoral. Il n'y a pas cette distance, voilà. Mais d'ailleurs, c'est drôle, parce que ce sont des effets de mode. Tout le monde, je me souviens quand Donald Trump était en campagne électorale, tout le monde se moquait de lui à cause de ses tweets. Mais tous les chefs d'État français, tous les hommes politiques français s'y sont mis. Maintenant, on exprime sa compassion par des tweets. Pas tout à fait dans le même style quand même, qui était un peu particulier pour Donald Trump. Oui, mais c'est tout aussi épouvantable quand même, parce que d'une certaine manière, ça déclasse la fonction politique. Et je crois que ça ne plaît pas en réalité, ça ne plaît pas, je crois que à l'opinion, au peuple en tout cas. Le peuple n'aime pas qu'on lui manque de considération. Et c'est lui manquer de considération que de vouloir donner l'impression qu'on se met à son niveau. Ouais. Ouais. Il y a une autre œuvre du gaullisme qui va traverser la Ve. Vous montrez bien que l'ENA, donc qui est si décriée en France et qui au point qu'elle a été supprimée d'ailleurs, qui déchaîne des passions au point de supprimer, a été créée donc en 1945. Et c'est cette génération-là qui arrive finalement opportunément au moment où De Gaulle crée la Ve République et qui va donner ses fondations, ou refonder en fait, en tout cas cette République française, ça vous montrait très bien. En fait, elle a commencé sous la 4e,
De Gaulle avait un plan en deux parties, si j'ose dire, pour rester dans la tradition. On réformait l'État. Mais pour lui, l'État, c'était le politique et l'administratif qu'on fait travailler ensemble, qui s'articulent. Donc De Gaulle, en 1944-1945, a fait une grande réforme de l'administration. Il a créé, effectivement, ça a été un des éléments importants, l'ENA, mais ce n'était pas le seul. Il y a eu aussi la création du corps des administrateurs civils, il y a eu un certain nombre de réformes importantes. Donc il a créé l'ENA parce qu'il voulait avoir une sorte de, on pourrait dire, de West Point administratif à la française. C'était pour casser aussi les grands corps, aussi, déjà à l'époque, non? C'était pour casser la structure verticale de l'administration, où il y avait des ministères qui s'ignoraient, il y avait effectivement des corps refermés sur eux-mêmes, donc il fallait démocratiser pour éviter la reproduction à l'identique des corps de l'État, et puis il fallait avoir une force interministérielle puissante. Donc l'ENA, c'était ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils devaient tous former les élèves, quels qu'ils fussent et d'où qu'ils vinssent, c'est-à-dire qu'ils fussent de petits fonctionnaires modestes qui passaient le concours fonctionnaire, qui était une nouveauté, ou des plus jeunes qui passaient le concours externe, ils devaient tous être formés de la même manière, avoir la même tournure d'esprit, c'était voulu, de façon à ce qu'ils puissent être interchangeables, un peu comme des officiers d'état-major, et qu'ils puissent aller dans telle ou telle administration. C'était déjà l'idée de Bonaparte, avec les auditeurs au Conseil d'État sous le consulat. Il voulait avoir une jeune élite qui puisse irriguer l'administration française et la remuer. Là, je veux dire quelque chose de pas très populaire, comme on dit sur les réseaux sociaux, mais est-ce que la nouvelle réforme donc, de l'ENA, qui ne s'appelle plus l'ENA, mais l'Institut National du Service Public, oui, je crois, INSP, oui. Est-ce que c'est pas aussi cette même philosophie, c'est-à-dire d'uniformiser le corps des hauts fonctionnaires avec des gens qui sont plus interchangeables au sein des corps, et donc finalement plus fidèles aux politiques? Alors c'est ce que disent les autorités gouvernementales, que c'est une reprise de la réforme gaulienne. À mon avis, c'est le contraire. Parce que De Gaulle, par contre, n'a jamais voulu supprimer les corps. Il voulait que l'administration française soit enracinée dans des traditions, c'est-à-dire que les corps de contrôle soient indépendants. Il était tout à fait pour une administration très structurée. Il respectait profondément les corps de l'État. Il le disait quand il les recevait à l'Élysée. Et donc là, je pense que difficile de percevoir toutes les intentions, mais on a l'impression quand même qu'on procède par étapes vers ce qu'on appelle la fonctionnalisation de la haute fonction publique, c'est-à-dire au lieu d'inscrire les parcours des hauts fonctionnaires dans les carrières, on en fait plutôt des gens qui sont un petit peu changeables et révocables ad nutum, et puis on va aussi peut-être derrière vers une contractualisation de la haute fonction publique. C'est le contraire du modèle gaullien, qui considère que l'administration doit être enracinée, doit être un élément de stabilité de la démocratie. L'administration, pour De Gaulle, justement, ne doit pas être prise dans le cycle des durées courtes. Les fonctionnaires doivent être inscrits dans la durée parce que l'action administrative est inscrite dans la durée et elle contrebalance la mutabilité permanente du système politique. Le système politique est soumis aux élections, il est soumis aux pressions de l'opinion publique, des sondages, donc il faut une administration puissante et enracinée avec des corps, avec des traditions, avec des règles qui soient loyales envers le pouvoir, mais non pas assujetties. Je crois qu'il y a une toute différence. Là, on est dans un système tout à fait différent, qui est plus ou moins inspiré du système des dépouilles aux États-Unis, mais qui est un système que personne ne loue aux États-Unis, et qui est d'ailleurs quand même un petit peu différent. Il ne fonctionne pas, puisque d'ailleurs, au bout de 2 ans, il y a des ambassadeurs qui n'ont toujours pas été nommés, etc., avec un système aussi de nomination par le Sénat. Dans votre histoire de la 5e, j'ai été frappé, parce que moi, dans mon imaginaire aussi très gaullien, le traître, c'est Giscard. Et en fait, vous dites que finalement, celui qui est le plus proche de l'esprit de la 5e, dans les successeurs, c'est peut-être Giscard. Et le fossoyeur, c'est Mitterrand, c'est pas Giscard. En tout cas, c'est un des fossoyeurs, Mitterrand, parce qu'il était l'adversaire idéologique de la 5e République et de De Gaulle. Mais je crois... Casser le mythe du gaulo-mitterrandisme. Mais je crois que Mitterrand n'aurait pas souhaité qu'on en arrive où on est arrivé ensuite. Même Mitterrand ne l'aurait pas souhaité. Oui, Giscard d'Estaing, il y a toute une tendance qui veut en faire une sorte de figure libérale, une sorte de précurseur. Le Canuet, en fait. Voilà. Oui, d'abord un centriste, ensuite une figure libérale, etc. Non, quand on regarde, il faut regarder les faits, les réalités. Giscard d'Estaing était président pendant 7 ans. Certes, il a fait des réformes de société importantes, mais qui n'étaient quand même que la continuité de ce que Pompidou avait commencé.
et même De Gaulle, même si, puisque la loi Neuwirth, c'est quand même De Gaulle. Enfin, c'est vrai que De Gaulle était plutôt conservateur sur le plan sociétal, Pompidou l'était moins, et Giscard est resté dans cette tradition. Par contre, en matière de libéralisme économique, Giscard restait dans une tradition quand même très marquée par ce qu'on peut appeler le capitalisme d'État de l'époque gaullienne. Il n'a absolument pas changé, il n'a pas touché la structure centralisée de l'État, et dans sa conception des institutions, avec quelques réserves ici ou là, il est quand même resté très proche de la tradition gaulienne. Même sur la politique étrangère, quand on regarde bien, tout à fait. Surtout à la fin de son septennat, où il prend une tonalité presque anti-américaine, ce qui est Mitterrand lui-même lui reproche lors du débat, où il lui dit « vous êtes le petit télégraphiste de Moscou ». Alors on a, comme De Gaulle d'ailleurs, on a deux périodes, une période plus atlantiste, on va dire, au tout début de son septennat, et puis ensuite il réalise qu'en fait les Américains nous font une guerre froide, pas possible, et que donc il faut résister, et donc la deuxième partie de son septennat est peut-être un peu plus... Et puis ça n'a rien d'étonnant, parce que on oublie que Giscard, d'abord Giscard, par ses traditions familiales, son grand-père Jacques Bardou, s'inscrivait dans une tradition républicaine attachée quand même à la force du pouvoir exécutif. Et ensuite, Giscard d'Estaing avait été le ministre de Gaulle pendant de nombreuses années, un des ministres préférés de Gaulle, qui ont fait même l'éloge dans les mémoires d'espoir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent en dire autant. C'est un inspecteur des finances. De Gaulle aimait bien les inspecteurs des finances, parce qu'il trouvait qu'ils servaient l'État. En tout cas, à cette époque-là, De Gaulle il y avait l'espèce d'inspecteur des finances était très apprécié d'un homme comme De Gaulle. Et donc même s'il le trahit, à un moment donné, il s'éloigne de Gaulle, il est en rivalité avec Pompidou, évidemment. En 69, il suit le mouvement général qui est de dire que De Gaulle va trop loin avec son projet de référendum, qu'il est sans doute temps d'eux, oui. Mais il n'était pas dans un lien de loyauté aussi étroit que celui que pouvait avoir Pompidou. Mais par exemple, en 68, Giscard d'Estaing a soutenu De Gaulle au moment où, pendant l'éclipse à Baden-Baden, les intrigues battaient leur plein auprès de Pompidou, qui les a repoussées aussi. Quand De Gaulle est parti à Baden-Baden, il y a eu toutes sortes d'intrigues dans les cercles du pouvoir, où d'ailleurs le patronat français jouait son rôle, qui était de dire, vous voyez, malgré les accords de Grenelle, le désordre continue, la seule solution c'est que De Gaulle s'en aille. Et Giscard a refusé de marcher là-dedans, il a plutôt soutenu De Gaulle, et c'est un homme comme Michel Jobert qui intriguait beaucoup dans ce domaine, et Pompidou aussi n'a pas voulu suivre cela, et puis on sait qu'en réalité, on a vu le 30 mai que le problème c'était pas De Gaulle, que De Gaulle c'était la solution, puisque quand il est rentré, mai 68 a pris fin à la suite du mémorable discours qui a mis 1 million de personnes dans la rue pour le soutenir. Donc, c'est que vous avez fait l'année 69, mais vous auriez pu faire aussi l'année 68, je sais pas si c'est... C'est un peu l'année 68 et 69 que j'ai faite, c'est une année... Est-ce que vous reparlez quand même dans ce livre bien de ce moment 68 qui est très intéressant, où De Gaulle et Pompidou sont dans une espèce de jeu de journée des dupes, si j'ose dire, où Pompidou dit qu'il ne veut pas y aller, mais espère en fait continuer à Matignon, et De Gaulle, inversement, dit à Pompidou, dans un premier temps, qu'il veut qu'il continue, alors qu'en fait, il cherche déjà à le remplacer par Couve de Murville. Oui, il y a une sorte de jeu de chaises un peu bizarre, mais ce qui est le plus étonnant pour moi dans cette histoire, sur laquelle on a des éléments très précis grâce aux notes qu'en a gardées le secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est cette relation un peu pudibonde, parce que ni De Gaulle ni Pompidou, c'est fin juin, début juillet 68, donc les élections législatives ont été massivement gagnées par la majorité, et donc la question de savoir si Pompidou va continuer ou si il va se mettre en réserve de la République. Et il y a une sorte de chassé-croisé où ni De Gaulle ni Pompidou ne se parlent directement. Ils se parlent à travers le secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot, alors qu'on aurait pu penser que deux hommes de cette dimension... Qui se sont parlé depuis 30 ans. Voilà, allaient se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est une sorte de... Et c'est là qu'on voit qu'il y a un malaise qui s'est introduit entre eux, mais qui va avec une relation affective qui est forte. Et ils avaient en réalité, sauf sur la question sociale, ils avaient en réalité beaucoup d'affinités, des affinités profondes. Si vous voulez, il y a toute une chanson de gestes qui s'est développée, qu'on entretient ici ou là sur la Ve République, dont le propos est le suivant, et c'est un peu contre cela que mon livre s'inscrit, c'est un peu contre cela que l'ouvrage collectif Demain la Ve République s'inscrit, mais il s'inscrit contre cela
parce que c'est le fruit de travaux divers faits par des personnalités différentes qui aboutit à cette conclusion. Il y a une chanson de geste un peu pénible, une mauvaise geste, qui consiste à dire finalement, le problème de la Ve République, c'est qu'elle était conçue pour un homme extraordinaire et qu'on n'est jamais arrivé à en sortir. Et depuis le départ de Gaulle, ce n'est que de longs essais de rénovation d'un régime qui ne va pas, quoi. C'est pas du tout ça, en réalité. La rupture avec la constitution gaulienne, ça date encore une fois du milieu des années 80, et dans cette rupture ont été compromis, impliqués très directement ceux qui étaient censés être les gardiens de l'héritage gaulien. La tragédie, la seule trahison, si le mot est fort, mais enfin la seule trahison intellectuelle en tout cas et politique de l'histoire de la Ve République, c'est lorsque la droite de tradition gaulienne accepte d'entrer dans un système où la cohabitation est admise, où le président de la République n'assume pas sa responsabilité devant le peuple, comme le fait Jacques Chirac, qui se maintient à l'Élysée en 1997 après avoir perdu les élections législatives, fruit d'une dissolution qu'il a voulu et qui était une erreur grave. En fait, ce sont ceux que j'appelle tout d'un coup, j'ai un trou, enfin, comme les héritiers d'Alexandre, là, les masses de granit, non? Enfin, ceux qui étaient censés poursuivre l'action de Gaulle. Les successeurs. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, cette Ve République, elle est effectivement, comme vous dites, un peu aujourd'hui critiquée. On critique aussi beaucoup le quinquennat, alors que moi, je trouve qu'au moins ce quinquennat, il a eu beaucoup de défauts, mais au moins il supprime la cohabitation. Et donc, quelque part, il réinstalle le président quand même au sommet de la pyramide de l'État. Je ne suis pas d'accord avec vous, il ne supprime pas la cohabitation. Il suffirait qu'il y ait une dissolution ou qu'il y ait de fait, un décès, un départ, une démission, comme c'est arrivé. Je pense qu'il y aura une dissolution dans la foulée. Pas nécessairement. Enfin, la coïncidence des calendriers... Maintenant, elle est inscrite quand même dans le rythme. Je pense que ce sera durable. Cette coïncidence a un effet, mais qui existait avant. C'est-à-dire que ça s'était produit déjà avant avec les cohabitations. Mais le quinquennat, en quelque sorte, sécularisé, inscrit dans la durée les effets néfastes de la cohabitation. C'est que le président de la République, du coup, se trouve entraîné vers l'arène politique, alors que la discordance des mandats était destinée à plutôt le rehausser comme étant l'homme de la longue durée. Vous savez que Michel Debré voulait une durée beaucoup plus longue pour le mandat présidentiel. Je ne sais plus combien il voulait, mais 10 ou 12 ans. Il considérait que le président de la République devait avoir un mandat beaucoup plus long parce qu'il n'avait pas du tout la même fonction que la représentation parlementaire. Donc quand même, le quinquennat a accentué des évolutions. Et d'ailleurs, la preuve, c'est par l'absurde, pour défendre mon raisonnement, c'est que lorsqu'il y a eu la campagne référendaire pour le quinquennat, je m'en souviens très bien... les gens se sont abstenus. Oui, mais parce que le pouvoir de l'époque, qui était d'ailleurs un pouvoir chancelant, puisque c'était un pouvoir de cohabitation, déjà, en plus, une révision constitutionnelle de cette importance, engagée dans un contexte de cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, eh bien... c'est un point d'accord entre les deux. Oui, puis il n'y avait aucun argument. Si c'était d'éviter les cohabitations, non? Oui, mais qui se heurte à l'objection que je fais. La meilleure façon d'éviter les cohabitations, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cohabitation. C'est que le président démissionne, voilà. C'est désavoué. Mais ou qui remette en cause son mandat. Je pense que c'est ce qu'aurait fait De Gaulle et ce qu'aurait fait Pompidou, certainement. Ils auraient remis en cause leur mandat. En tout cas, ils n'auraient pas accepté une cohabitation de 5 ans. 2 ans. Donc le seul argument, c'était que c'était plus moderne, quoi, parce que 7 ans, ça faisait Troisième République, etc. Et c'est pour ça que les gens n'ont pas allé voter. Les gens sont normaux en France. Ils vont voter quand on leur pose une question qui est une vraie question. Mais ça nous amène à la question du référendum qui a disparu. Oui. Et qui est pourtant un élément central de la République gaulienne. Régulièrement... de la République tout court, puisque... l'élection du président de la République au suffrage universel, ça c'est une initiative de De Gaulle en 62 qui n'était pas dans la Constitution de 58 et qui a d'ailleurs provoqué une fracture très lourde sur la scène politique, des oppositions extrêmement vigoureuses. Bon. Mais par contre, le référendum, et dans le texte de 1958, il était parfaitement admis par les membres du comité constitutionnel, et le référendum, il est dit dans l'article 3, je crois, de la Constitution, que la volonté du peuple s'exprime par 2 voix qui sont mises sur le même plan, par l'élection de ses représentants et par la voie du référendum. C'est-à-dire que dans nos institutions, il est prévu que
la démocratie directe, l'expression du peuple par la voie référendaire, est de même importance et de même légitimité que l'élection des représentants. Et des référendums, nous en avons eu dans l'histoire de la Ve République. De Gaulle l'a beaucoup pratiqué, jamais sur des sujets anodins, toujours sur des sujets vitaux, comme les institutions, l'Algérie, la réforme, la création des régions, etc. Et effectivement, il avait une pratique du référendum qui était très claire, et qu'il était devenu pour lui depuis 62, depuis l'élection au suffrage universel du chef de l'État, et considérait qu'à partir du moment où le président de la République avait des pouvoirs aussi étendus, d'abord par ses pouvoirs et ensuite par son mode d'élection, il était légitime qu'il ait une sorte de test de légitimité régulier auprès des Français. Et donc pour lui, le référendum, c'était une façon de se relégitimer pour agir, pour aller plus loin. C'est pour ça qu'il a fait le référendum de 69. C'est une conception du référendum très exigeante et très dangereuse en politique, mais qui donne un ressort incroyable. De Gaulle n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait entre 59 et 69 s'il n'avait pas eu le ressort du référendum. On en revient aux origines bonapartistes de la République, quand même. C'est un peu différent, parce que le bonapartisme, il y a un côté plébiscitaire. C'est véritablement... on vote pour le... Même si, par exemple, Napoléon III s'est servi du référendum, du plébiscite, il s'en est servi pour faire entériner par le peuple une évolution profonde du régime du Second Empire, authentique. C'était pas simplement voter pour moi Napoléon III, c'était aussi pour faire valider l'ouverture libérale du régime à partir de 1862, 1861, 1862. Donc il y avait un vrai sujet derrière, et d'ailleurs c'est pour ça que les républicains à l'époque ont été très désarmés face à cette initiative de Napoléon III, qui ne pouvait pas être qualifiée justement de plébiscite, d'acclamation. Il y avait une vraie réforme derrière. Il y en a eu plusieurs référendums, plusieurs plébiscites. Donc le référendum gaullien, c'est cela, et on a vu sur Maastricht qu'on pouvait tout à fait faire des vrais référendums de fond, avec une vraie campagne de fond, avec des échanges d'arguments. Philippe Séguin, à l'époque, a pris son bâton de pèlerin, s'est souvenu qu'il avait été instituteur dans sa jeunesse, il est allé avec le traité sous les bras, il a expliqué partout en France quels étaient les enjeux du traité, qui étaient d'une technicité épouvantable, mais les gens ont parfaitement compris de quoi il parlait, ils ont parfaitement compris les enjeux, et ça a été un vrai grand référendum. On peut faire, par exemple, sur les retraites, sur des sujets de société majeurs, on pourrait aujourd'hui faire des vrais référendums. Évidemment, il y aura une part de risque pour le pouvoir en place, mais je pense que le risque est plus grand encore de ne pas poser certaines questions, comme on le verra peut-être d'ailleurs dans les échéances électorales. S'il y a des questions qu'on ne pose jamais au peuple, il arrive par moments que le peuple se venge. Donc De Gaulle avait aussi ce sentiment, on ne peut pas rester président de la République des années sans avoir une manifestation de confiance claire sur des grands projets. Oui, c'est un conservateur, mais en même temps, il sent qu'il faut anticiper un certain nombre de choses, qu'il faut devancer certaines choses. Il n'est pas figé, il n'est pas fossilisé. À un moment, vous parlez de comparaison avec un roman, ou peut-être en tout cas un film qu'il a beaucoup aimé, Le Guépard. Vous réhabilitez l'échange très aujourd'hui critiqué entre le prince de Salina et Tancrède, où Tancrède dit « il faut que tout change pour que rien ne change ». Et effectivement, c'est pas si négatif que ça. C'est-à-dire que c'est pas du cynisme. C'est-à-dire que pour que l'Italie se développe, se relève, il faut que ce régime évolue, change, qu'on change peut-être de dynastie, qu'on change peut-être de fonctionnement, et pour que l'État continue aussi. Oui, parce que ce qu'il faut entendre le propos de Tancrède, il faut que tout change pour que rien ne change. On peut faire une lecture gaulienne. Effectivement, il avait été fasciné par le film. Il avait certainement lu le livre aussi. C'est l'idée qu'il faut bouger, il faut réformer un pays pour que sa substance profonde demeure intacte. Et De Gaulle citait aussi une phrase de Nehru, je crois, dont je n'ai plus les termes exacts en mémoire, qui disait la même chose, qui disait il faut réformer, mais à condition de garder ce qui fait la substance d'un peuple. Et c'est pour ça que De Gaulle était à la fois conservateur et révolutionnaire. Il était révolutionnaire dans certains domaines, dans le domaine des institutions, du capitalisme, de la société, parce qu'il pensait que pour garder la substance de la France, qui faisait cette substance éternelle, cette France qui vient du fond des âges, eh bien, il fallait bouger, qu'un corps, que ce soit un corps social, un corps politique ou un corps individuel, un corps qui ne bouge pas est un corps qui meurt. Et c'est très facile à comprendre en réalité. Et effectivement, cette phrase du Guépard est extraordinaire parce que, alors bien sûr, dans le roman, il y a un aspect mélancolique. Nous étions des guépards,
nos successeurs seront les hyènes et les chacals, et nous croirons toujours le sel de la terre. Il y a ce côté un peu mélancolique qu'il y a chez De Gaulle aussi. Mais il y a aussi cette idée qu'une société, une civilisation qui n'est pas capable, je ne dirais pas de s'adapter, parce que dans l'idée d'adaptation, il y a l'idée de soumission, mais une civilisation qui n'est pas capable de voir le réel et d'essayer de maîtriser le réel, est une civilisation qui est condamnée à mourir. Oui, alors c'est un petit peu pessimiste, mais en même temps, on reste sur l'idée que la France est au centre de tout chez De Gaulle. C'est peut-être aussi ce qui rapproche De Gaulle et Pompidou, c'est qu'ils ont ce même sentiment que la France est au-dessus de tout. Oui. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont aussi cette politique étrangère assez réaliste où la France est l'unique objectif d'une politique étrangère, et ils sont assez rétifs à tout ce qui est politique des droits de l'homme, ingérence en tout genre, etc. Ils ont cette centralité, quoi. Il y a l'idée que la France a quand même un rôle à jouer qui va au-delà de sa puissance purement matérielle, et qui a un rôle à jouer quand même, je pense que c'est sérieux chez De Gaulle, dans la préservation, le maintien de la richesse des cultures. Il ne faut pas oublier que la culture est très importante pour De Gaulle, que Malraux, ce n'est pas le fou du roi. Si De Gaulle a créé le ministère de la Culture et l'a confié à Malraux, c'est parce qu'il considérait que la culture, c'était aussi la substance d'un peuple. Même l'écriture, De Gaulle disait que bien écrire, c'était encore une façon de servir la France. Et je crois que c'est très important. Il y avait la langue. Donc le discours de Québec, c'était ça aussi. C'était une sorte d'avertissement contre l'écrasement des cultures par l'uniformité de ce qu'on n'appelait pas encore la globalisation ou la mondialisation. Mais c'est vrai qu'au fond de tout cela, il y a quand même l'amour de la France et l'idée que la France doit toujours se dépasser, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient en charge du destin de la France et que voilà, la France devait être défendue, promue, etc., et devait garder son indépendance. Tout ça, pour eux, était des évidences. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas une vision globale du monde, de la civilisation. De Gaulle comme Pompidou, enfin, il y a des discours fabuleux de Pompidou quand il fait des voyages à l'étranger, discours fabuleux qui rappellent ceux de De Gaulle, de manière plus littéraire, plus longue, plus déliée, mais et puis il y a son discours extraordinaire qu'on ne voit jamais, qu'on ne trouve nulle part, sinon dans les volumes de discours de Pompidou qui sont assez difficiles à trouver. C'est le discours qu'il fait en 72 à Sciences Po. Oui. Que d'ailleurs, qui devrait être placardé sur les murs de Sciences Po, mais je pense que ça ne plairait pas... Pour le centenaire de Sciences Po. Ça ne plairait pas à l'esprit du temps, parce qu'il dit que la politique, la démocratie, la civilisation, c'est la culture générale. Et il explique pourquoi, lui, le jeune normalien, a été séduit par Sciences Po au point d'y enseigner après la guerre. Donc, en pleine période où Sciences Po... aujourd'hui, tout le monde dit que la culture générale, il s'est acheté à la poubelle parce que c'est... C'est pourtant la véritable école du commandement. C'est la véritable école du commandement, et c'est la matrice de l'esprit critique. Mais l'esprit critique n'est pas bien vu de nos jours. Et c'est vrai que l'idée que pour commander, il faut de la culture générale, c'est pas intuitif. Enfin, il faut d'abord du caractère. Mais voilà, c'est le caractère, on le puise. Vous parliez du Guépard. Je lisais un texte du grand écrivain anglais Forster, l'auteur de Chambre avec vue, de La Route des Indes, merveilleux auteur anglais qui avait préfacé un livre de Lampedusa, l'auteur du Guépard. Et Forster disait, j'ai 83 ans, je suis écrivain, j'ai 83 ans, et je ne pensais pas qu'à mon âge, un roman serait encore capable de m'ouvrir des perspectives nouvelles. Voilà. C'est ça, la culture, c'est ouvrir des perspectives, c'est comprendre le monde, c'est lire les choses en relief au lieu de les lire avec la platitude de l'actualité la plus bêta, et c'est ce qui développe l'esprit critique. Donc c'est pas la culture générale au sens, on va réciter des vers de Corneille, même si ça peut être quelquefois très instructif, ou c'est pas l'histoire de la princesse de Clèves, comme ça avait été dit un peu bêtement dans d'autres circonstances. C'est véritablement une aptitude intellectuelle qui est nécessaire à la construction des citoyens. Bon, et le discours de Pompidou dit ça en 72, c'est un discours extraordinaire. Et à l'époque, d'ailleurs, Sciences Po, c'était le temple de la culture générale. Est-ce qu'il n'y a pas une dernière chose qui distingue De Gaulle et Pompidou, c'est le rapport à l'Église, parce que les années 60-70, c'est un moment où l'Église se transforme, enfin plutôt les années 70 finalement. On sait que De Gaulle est plutôt traditionnel, et Pompidou aussi, paradoxalement, alors qu'il est attiré par l'art contemporain, etc. Il est très moderniste. On voit que la France se transforme aussi d'un point de vue urbain. On construit des grands ensembles, c'est des choses
peut-être aurait été un peu plus surprenante pour De Gaulle, même si ça commence sans doute à ce moment-là. Ça commence avec lui, oui. Ça commence avec lui. C'est des choses que d'ailleurs, moi, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, où on se dit, mais ces gens qui étaient conservateurs, comment est-ce qu'ils ont pu à la fois laisser l'Église se transformer aussi radicalement, sans intervenir, voire peut-être même en l'encourageant, puisqu'on dit que c'est De Gaulle qui a poussé à l'élection de Jean XXIII. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça? Je crois qu'il y a un paramètre qu'il faut avoir présent dans toute analyse, c'est que ça a été très bref. Ça a été très bref, l'action de ces hommes. Ils ont eu très peu de temps. Et donc, tout s'est fait très vite. Donc, De Gaulle, sa carrière politique, va de juin 40 à son départ du pouvoir en avril 69. Ça fait moins de 30 ans. Non, mais aujourd'hui, ça nous paraît une éternité. Oui, mais enfin, regardez, 30 ans, c'est ce qui nous sépare du référendum sur Maastricht. Alors, pour des gens jeunes, c'est peu de choses, c'est beaucoup, mais pour des 30 ans, c'est ce que... J'ai le sentiment quand même que depuis 1992, l'histoire n'a pas eu la même densité pour notre pays que ce qui séparait 1940 de 1969. Parce que 40-69, faites le compte. Il s'est passé beaucoup de choses. Voilà. Pour De Gaulle, c'était une même séquence. C'était une seule et même séquence, très courte pour lui. Et quand il a gouverné vraiment les mains libres, entre, je dirais, l'attentat du Petit Clamart et mai 68, ça a duré à peine 6 ans. Et donc, le monde se transformait. De Gaulle le sentait, le percevait. Mais je crois que l'Église, c'était un mouvement trop profond pour qu'il le perçoive. Il percevait qu'il y avait un changement de civilisation, et c'est pour ça qu'il s'inquiétait, dans les dernières années de sa vie, de la crise morale du monde capitaliste qui se profilait. Lorsqu'il y a le texte qui précède, enfin l'exposé des motifs du projet de loi référendaire de 69, le référendum sur la région et la réforme du Sénat qui a entraîné le départ de De Gaulle, l'exposé des motifs est un long texte philosophique qui a été très vraisemblablement écrit par De Gaulle lui-même, et c'est extraordinaire parce que c'est un texte qui dit à peu près la même chose que ce que dira un certain nombre d'années plus tard Solzhenitsyn à Harvard. Le fameux discours d'Harvard, Solzhenitsyn dira la même chose que De Gaulle 10 ans plus tôt, c'est-à-dire, vous croyez que nous sommes en une période de prospérité, dit De Gaulle, mais vous ne vous rendez pas compte que de grandes évolutions se préparent, qu'un jour, le communisme aura une fin, ce que De Gaulle avait toujours pensé, le communisme aura une fin, et vous, la civilisation occidentale, nous, les civilisations occidentales, les civilisations capitalistes, nous retrouverons confrontés à nous-mêmes et à nos infirmités morales. Et donc, il appelait à une réforme intellectuelle et morale, pour reprendre l'expression de Renan en 1870, et une réforme profonde du capitalisme. Et là, on retrouve Péguy aussi. Oui, exactement. C'est exactement ce que Péguy annonçait lui-même dans L'Argent en 1913. Ce sont des gens qui voyaient la longue durée, qui la sentaient. C'était tous des disciples d'Henri Bergson, en plus, qui avait donc une conception de la durée qui était d'une épaisseur extraordinaire. Cette filiation avec Albert Demain aussi, peut-être, cette filiation légitimiste, parce qu'il y a un peu tous les courants de la droite qui finalement se fusionnent dans De Gaulle, ce qui est un côté un peu bonapartiste, catholicisme social, à la fois modernisateur. Oui, mais aussi beaucoup, peut-être même, je me demande, même si je n'ai pas d'éléments de preuve, si De Gaulle n'a pas été influencé par des lectures tout à fait laïques, comme les écrits sur le capitalisme de Leonard Woolf, le mari de Virginia Woolf, qui a publié juste avant la guerre. De Gaulle a très bien pu le lire, parce que ça ressemble beaucoup à ce que dira De Gaulle dans le discours d'Oxford, ce livre qui s'appelait « Les barbares à nos portes », « Barbarians at the Gate », où Leonard Woolf disait « Les barbares ont l'air d'être à nos portes, ils sont épouvantables, c'est le nazisme et le communisme », bien que socialiste il le disait, mais peut-être nous viendrons à bout de ces barbares-là. Ça, c'est une certitude. Mais peut-être que la vraie barbarie est à l'intérieur même de nos frontières, que nous n'avons pas encore compris. Et ce que décrivait Leonard Woolf, c'est la fracture des sociétés. Ce qu'avait également prophétisé Benjamin Disraeli, que De Gaulle admirait, qui disait au XIXe siècle que son cauchemar, c'était les deux nations.
deux nations. Two nations. Il faut réformer ce que l'on peut et conserver ce que l'on veut. Je crois que c'est ça. Ce que l'on doit, oui. Ce que l'on doit. Oui. Donc voilà, je crois que cette dimension du temps. Et je sais pas ce que De Gaulle dirait de l'évolution de l'Église, mais regardez, l'évolution de l'Église était quand même très surprenante parce que il y a eu Jean-Paul II, Benoît XVI, enfin le Vatican II, le post-Vatican II, c'est toute une histoire. Et aujourd'hui encore, une nouvelle histoire. Voilà. Mais je pense que De Gaulle aurait raisonné, je vais pas faire parler les morts, mais il aurait raisonné sur le temps long. Il savait que le temps de l'Église était un temps long et que vous ne pouvez pas juger juste sur Benoît XVI, après tout, a été un des pionniers de Vatican II. Et pourtant, ensuite... Oui, il a eu une lecture un peu... Il ne pensait pas que Vatican II serait interprété de façon si brutale. Tout à fait. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Arnaud Tessier d'être venu nous voir pour cette émission de Conflit, revue que vous pouvez évidemment acheter toujours dans les kiosques et vous abonner également. À bientôt.